C'est parti. Alors, c'est un grand plaisir ce soir de recevoir Marie-Angèle Hermite pour voilà, apporter le point de vue du droit dans cette grande discussion interdisciplinaire que nous avons sur la pandémie depuis bientôt un an. Je crois que ce n'est pas la peine de la présenter, je vais juste présenter un livre qui, moi, m'a beaucoup appris et qui résume en grande partie son parcours de recherche, le droit saisi au vif, science, technologie, forme de vie. C'est sur la forme d'un entretien avec Francis Chateau-Renaud et on traverse tous les grands chantiers que Marie-Angèle Hermite a éclairés à travers l'histoire du droit, depuis notamment le sang et le droit, et c'est sur la transfusion sanguine qui nous amène peut-être proche des sujets dont nous allons parler ce soir. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Alors, déjà, commencer par situer. C'est une pandémie qui touche essentiellement les personnes âgées, ce qui est bon pour les retraites. On oublie toujours de le dire. Mais j'ai fait le calcul. Hier, il y avait 4138 personnes de moins de 40 ans en réanimation en France, avec un taux de mortalité qui n'est évidemment pas communiqué. Dans les dernières semaines, l'augmentation la plus forte était chez les 0-14 ans et en second chez les 15-44 ans. Donc l'épidémie change un peu de physionomie au fil du temps. Notre gestion n'a pas été efficace en France en termes de nombre de morts par million d'habitants, puisqu'on fait partie j'ai classé des élèves, si vous voulez, les mauvais élèves, 1400 morts par million aux États-Unis, 1490 en Italie, 1300 en Espagne, 1289 au Portugal, 1170 en Suède, 1160 en France. Après, il y a un groupe de moyens, 720 en Allemagne, mais ça augmente, 550 au Canada, il y a des bons, 108 en Norvège, 124 en Finlande, et il y a des excellents, 48 morts au Japon, 36 morts par million, 36 en Australie, 5 en Nouvelle-Zélande. Alors, cette pandémie m'a fait pas mal évoluer, alors que j'ai suivi de près, Arnaud le rappelait, la diffusion de phénomènes épidémiques, la diffusion du VIH dans la transfusion sanguine et la diffusion du prion chez les bovins, puisque j'avais fait un rapport sur la question avec Dominique Dormont. Les principes qui avaient alors été posés et dont on était assez satisfait se sont révélés insuffisants, puisque c'est ma conclusion à l'heure actuelle, apparaissent un minima deux lacunes, un défaut de préparation et un défaut d'adaptabilité qui, graves dans cette circonstance actuelle, auront des conséquences qui risquent d'être démesurées dans la crise environnementale en cours, en particulier en termes de changement climatique. Alors, dans la slide introduction, je rappelle que cette pandémie a suscité une immense production juridique dont on n'est pas très conscient, même les juristes, parce que c'est dans tous les domaines. Ça va évidemment du droit médical, du droit de la santé publique, etc., du droit des libertés publiques, mais au droit fiscal. Enfin, c'est absolument tous les champs du droit qui ont été modifiés, soit de manière pérenne, soit, c'est le plus souvent le cas, de manière immédiate, et théoriquement, ça ne devrait pas durer. Donc, si on est juriste, il faut faire des choix. Majoritairement, mes collègues ont choisi les libertés publiques. Et moi, je vais les expédier parce que ils se sont beaucoup émus de la notion d'état d'urgence. Il y a même certains qui ont dit qu'on était sorti de l'état de droit
Or non, le Conseil constitutionnel l'a assez bien expliqué, pris dans les formes constitutionnelles, un état d'urgence fait partie de l'état de droit. Ça a été confirmé aussi par le Conseil d'État. La Constitution n'exclut pas les états d'urgence à la condition que le législateur assure une conciliation équilibrée entre la protection de la santé et le respect des droits et libertés fondamentales. Et ça peut se faire, ça a été bien précisé, par la voie de l'exécutif. Alors, ça m'intéresse d'autant moins ces histoires de liberté publique que je trouve que ça a été mal pensé par mes collègues au départ, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le départ entre là où il y a des vrais risques et là où c'est ridicule de voir un risque de pérennisation, entre autres. Vous imaginez bien que les atteintes aux libertés d'aller et venir qui sont essentielles sur le plan économique, on ne va pas les pérenniser, que la fermeture des restaurants, on ne va pas la pérenniser, etc. Donc, il y a toute une série de choses qui ne posent pas de problème à terme. Ça pose immédiatement, mais pas à terme. Alors, en revanche, il y a bien des choses qui sont plus préoccupantes. C'est tout ce qui concerne les données de santé et toutes les applications de type Stop Covid sous toutes leurs formes. C'est un problème qui est tout à fait antérieur à la pandémie, mais qui risque d'être renforcé par la pandémie. Et puis, c'est par exemple les mécanismes de vidéos à l'université qui pourraient être trouvées intéressantes à terme, en tout cas par ceux qui veulent faire des économies. Évidemment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui sont disposés à trouver ça intéressant. Autre point de suspicion, la question du Conseil de défense qui a été réuni 50 fois depuis le début de 2020 et qui pose un véritable problème de transparence. Bon, je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Alors, deuxième diapositive, j'ai voulu montrer que dans le droit positif, il y avait des principes généraux du droit, un droit spécial et différentes lacunes. Alors, dans les principes généraux du droit, on va immédiatement penser aux principes de précaution, puisque on est dans des phases d'incertitude scientifique, la prévention, la transparence et la démocratie. Donc, il faut des informations de l'Assemblée nationale, du Sénat, du public, différents modes de participation du public. Tout ça, ça existe depuis longtemps maintenant. Et on a depuis longtemps maintenant aussi des institutions qui sont spécialisées dans différentes parties du problème, qui sont toutes ces agences qui sont construites en tant qu'agence pour être bien dotées et pour être indépendantes. Donc, vous avez l'Agence de sécurité du médicament, vous avez Santé publique France, etc., etc. Et il existe un droit spécifique depuis longtemps en matière d'épidémie, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, où vous avez depuis très longtemps des dispositifs spécifiques pour les maladies épidémiques, par exemple les déclarations obligatoires, par exemple les vaccinations obligatoires. Vous savez qu'en France, on a maintenant 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Donc tout ça, c'est quelque chose d'acquis et on avait l'idée que ça suffisait. Et en réalité, ce qui est apparu là, ce sont deux grandes lacunes, me semble-t-il. Il y en a beaucoup d'autres, mais au niveau de ce qui pourrait être des principes, ce sont deux grandes lacunes. C'est un principe de préparation qui avait été évoqué et vraiment vu comme quelque chose de majeur
en 2007 avec la grippe aviaire H5N1 et qui se dissout très rapidement après l'épisode de la grippe H1N1. Là, tout le système qui avait été mis en place en 2007 est démantelé et vous avez peut-être vu des contributions de Claude Le Pen, qui est malheureusement décédé il y a très peu de temps, quelques jours après un article dans Le Monde d'ailleurs, et qui invoque, je le cite, le démantèlement du dispositif de préparation à une crise sanitaire majeure. Alors en France, ça va de pair avec 20 ans de dégradation de l'hôpital, donc ça ne facilite pas les choses, et une dégradation particulière de la réanimation qu'on oublie trop souvent, dans la mesure où, lorsque Jean-François Mattei était ministre, il a supprimé les astreintes de nuit, de week-end, etc., des médecins de ville, et du coup, toutes les urgences sont arrivées à l'hôpital, urgences médicales, et du fait de la dégradation d'un certain nombre de conditions de vie, des urgences qui sont beaucoup plus sociales, voire sociétales. Vous avez des gens qui viennent toutes les nuits à l'hôpital, etc. Donc, on a un problème spécifique pandémie, mais on a évidemment des problèmes tout à fait qui durent depuis très longtemps maintenant et qui sont dus à des décisions qui ont été prises. Et deuxième lacune, me semble-t-il, après l'idée de principe de préparation, c'est un principe que je serais tentée d'appeler d'adaptabilité rapide, c'est ce que certains appellent l'agilité. Vous avez constaté tous que les médecins ont été capables de pousser les murs, puisqu'on a eu jusqu'à 15 000 personnes en réanimation dans le pays pour une capacité de 5 000 lits, capacité en temps normal. Et il est évident qu'on ne peut pas garder une capacité maximale en temps normal. On ne peut pas garder les 15 000 lits en temps normal. Donc, on va avoir la nécessité de concevoir un système dual, c'est-à-dire un système suffisant pour les périodes chaudes du temps normal, la période d'hiver en général, et une mobilisation de structures exceptionnelles rapides, par exemple, ce que l'hôpital de Toulouse a mis au point, c'est-à-dire une unité de réanimation de 18 lits qui peut être montée en 30 minutes, contrairement à l'hôpital de campagne de l'armée qui a été monté à Mulhouse et qui, lui, faisait bien 30 lits, mais qui était très lourd. Ils ont mis plus de 8 jours à le monter. Alors, ces unités externes, en quelque sorte, pourraient être utilisées pour des patients non-Covid, d'ailleurs, de manière à moins impacter les autres soins qui, vous le savez, à l'heure actuelle, sont impactés de manière, ça fait vraiment faire des angoisses sur les maladies à long terme qui n'auront pas été détectées, etc. Sachant que le matériel est un facteur limitant, mais le facteur limitant aussi, c'est le personnel, et que lui, on ne le monte pas en 30 minutes. Donc là, il y a autre chose à voir. Alors, diapo suivante, le principe de précaution en pandémie, eh bien, ce qu'on va voir, c'est qu'il implique un certain nombre de particularités en pandémie par rapport à l'application traditionnelle du principe de précaution. Alors, le principe de précaution, dans sa généralité, c'est que lorsqu'on a repéré un signal, donc avec énormément d'incertitudes scientifiques, on ne peut pas avoir une action rationnelle et assurée, et il faut attendre qu'une hypothèse permette de transformer le signal en alerte. C'est la première phase
du principe de précaution. Au moment où ça a été jugé au moment de l'affaire de la vache folle, c'est cette hypothèse qui devient l'hypothèse la plus probable. La plus probable, hein, pas certaine, sinon on sort du principe de précaution. La plus probable fondée sur les données disponibles, non sur des raisonnements théoriques, parce qu'on ne fait rien sur de simples hypothèses théoriques. Ça, on ne peut pas agir sur le fondement du principe de précaution sur de simples hypothèses théoriques. Là, il faut faire des recherches tant qu'on n'a qu'une série d'hypothèses théoriques, jusqu'au moment où on aboutit à l'hypothèse la plus probable, qui n'est pas certaine. Alors, on a eu très rapidement avec ce virus d'importantes zones de savoir suffisantes pour agir, puisque c'est un virus respiratoire, contagieux, oui, c'est normal. Donc là, on a des techniques qui sont éprouvées, qui ne sont pas incertaines. C'est la distanciation sous toutes ses formes, les frontières, les masques, l'annulation des regroupements, les confinements, couvre-feu. Tout ça, on n'est même pas vraiment dans le principe de précaution, du moins dans le principe de ces techniques. Il n'y a pas d'incertitude majeure, mais il y a énormément d'incertitudes sur l'efficacité, par exemple, du confinement total ou partiel, du couvre-feu, de l'ouverture des écoles, etc. Donc, vous avez des zones de certitude et des zones d'incertitude. Par exemple, au début, on ne sait pas très bien si l'épidémie va toucher surtout les vieux, ça va être très rapidement confirmé, ou les jeunes, comme lors de l'épisode de la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'était les jeunes beaucoup plus que les vieux ou les enfants, comme d'habitude la grippe. Mais dès le début de février 2020, on a une estimation, on dit à peu près 2% de mortalité, 20% de formes graves impliquant hospitalisation. Tout ça, c'est suffisant pour commencer à agir. Et c'est à ce moment-là, donc fin janvier, début février, qu'on aurait dû commencer à pousser les murs et surtout se préparer à tester en masse. Vous savez qu'on n'a pas pu le faire, isoler, ça va être le problème qui est toujours maintenant, même si on ne sait pas encore tout de la durée d'incubation, du rôle des asymptomatiques, de la contagiosité, de la mortalité, etc. Donc, on a des zones de savoir, on sort du principe de précaution, et des zones d'incertitude. Là, on est dans le principe de précaution, et on peut donc, par exemple, décider un couvre-feu précoce plutôt qu'un couvre-feu tardif, en se disant, comme ça, on va mieux contrôler l'épidémie. Ça, c'est classique du principe de précaution, on prend des marges. À partir de là, on mène des actions progressives qui prennent en compte les données scientifiques, on vient de le voir, mais aussi ce qu'on appelle en principe de précaution, si j'ose dire, les autres facteurs pertinents. Donc les autres facteurs pertinents, c'est l'économie, le moral des Français, la gravité des atteintes aux libertés, etc. Tout ça, ça fait partie de la décision finale. Alors peut-être que les politiques ne l'ont pas compris au début, parce que s'ils n'ont pas beaucoup de formation scientifique, ils n'ont pas tellement non plus de formation juridique. Donc, bon, là-dessus, ils n'ont pas compris qu'on n'appliquait pas purement et simplement les données scientifiques, mais les données scientifiques plus tout un tas d'autres données. Et là, on a deux modèles d'action. On a le plus fréquent en principe de précaution qui est le type amiante, c'est-à-dire on part d'un non-savoir, il y a très longtemps, hein, et on prend des mesures restreintes parce qu'on ne va pas tout bouleverser
pour des savoirs qui sont incertains. Et au fur et à mesure que les savoirs se précisent, on prend des mesures, enfin, s'il se précise qu'il y a bien danger, on prend des mesures de plus en plus radicales. Jusqu'à, c'est l'amiante, on supprime toute forme d'amiante et on supprime toute forme d'importation, d'exportation d'amiante. C'est le seul cas où l'OMC a reconnu que c'était légitime. Mais ce n'est pas pertinent en cas de pandémie. Parce qu'en cas de pandémie, et ça, c'est pas du tout pensé à l'heure actuelle, enfin, c'est mal pensé à l'heure actuelle en droit. En cas de pandémie, il faut frapper vite et fort. Et la progressivité du modèle amiante n'est pas adaptée au modèle pandémie. Mais c'est évidemment très difficile de faire admettre aux gens qu'on va tout boucler. Euh, je, je donne l'exemple, frontières nationales, frontières départementales, frontières cantonales, etc., tout ce qu'on peut imaginer en termes de frontières. Ne pas aller à l'école, ne plus aller travailler pour tous ceux qu'on peut supprimer au moins un temps comme travail, etc., etc., et enfermer complètement. Sur le plan économique, puisque ça fait partie des autres facteurs pertinents, ce qui est intéressant, ce sont les analyses qui ont été faites par Aguillon et Artus, qui ont comparé les stratégies asiatiques sur le plan économique, hein, le stop radical, puis le tester, tracer, isoler, mais isoler vraiment, aux stratégies européennes qui ont donné finalement du stop and go, sous prétexte de ne pas tout bloquer, de libérer dès que possible, etc., de ne pas contraindre en matière de traçage et isolation, mais du coup, on n'est toujours pas sorti de l'épidémie et on est en permanence sous la menace de reconfinement successifs. Alors, probablement, on va s'en sortir avec les vaccins, mais c'est même pas totalement certain qu'on puisse s'en sortir avec les vaccins, les mutations, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe de précaution en matière de pandémie devrait être complètement réanalysé par rapport aux autres cas les plus habituels, disons, du principe de précaution tel qu'il est d'habitude mis en œuvre, c'est-à-dire de manière progressive. Alors, nouvelle diapo, c'est donc un échec essentiellement, finalement, de mise en œuvre par rapport à ce qui avait été initialement prévu, au moins dans la deuxième phase, puisque de toute façon, on a fait un échec de préparation, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les tests, on n'avait rien de tout ça. Donc, on a été obligé de passer au confinement. Le confinement a été réussi puisque le nombre de contaminations et la circulation du virus ont baissé de manière très impressionnante et le déconfinement dans sa première phase a manifestement été une réussite puisque ça n'a pas bougé en juin et juillet. Par contre, même si les scientifiques ne sont pas d'accord sur la date exacte à partir duquel le système devient un échec, il y a eu un échec du contrôle du déconfinement, au moins à partir de la mi-août, et ça devient catastrophique dès le mois de septembre, et pourtant, on ne bouge pas. L'épidémie repart entre la fin juillet et la mi-août. Différemment selon les régions, mais on tient très peu compte des régions dans la stratégie française. Bon, pour moi, c'est une des erreurs majeures
du système français à l'heure actuelle. Il faudrait être beaucoup plus géographe qu'on ne l'est. Et rien n'est fait pour contrôler jusqu'à la mi-octobre où des mesures locales commencent à être prises et puis finalement, on est obligé de repasser au confinement. Pourtant, le Conseil constitutionnel avait bien spécifié que le gouvernement avait l'autorisation de restreindre les déplacements pour la période du 11 juillet au 30 septembre, y compris cette période, si le risque persistait ou augmentait, ce qui a été le cas effectivement. Donc, on aboutit, au bout du compte, le 30 octobre, à un reconfinement général moins drastique que le premier, mais tout de même reconfinement. Alors, nouvelle diapositive, finalement, le Graal inaccessible en France, c'est le triptyque tester, tracer, isoler. Alors, tester, il a été raté puisqu'on n'avait pas de test, mais après, on n'a jamais réussi à vraiment tracer et isoler. Alors là, c'est tombé dans la poche profonde de l'oubli. On dit aux gens: «Bah, rentrez chez vous et isolez-vous». C'est pas comme ça qu'on peut isoler les gens, surtout dans des petits appartements, où l'isolement n'est absolument pas possible. Alors, ce sont les différences d'efficacité de ce triptyque qui font l'essentiel de la différence de maîtrise de l'épidémie sur un territoire ou un autre. Il y a eu une bonne gestion de la première vague en Allemagne, c'est beaucoup moins évident maintenant, mais ils ont eu tout de suite des tests. Les tests ont été tout de suite disponibles dans les cabinets de médecins dès le 27 janvier, le 1er février sur des parkings, etc. Donc, il y a eu une séparation entre des hôpitaux Covid, des hôpitaux non Covid, entre urgences et soins classiques. Le problème, c'est que l'isolement me semble avoir été douteux et le contre-exemple principal dans les démocraties de type occidental, c'est évidemment la Nouvelle-Zélande sur laquelle on reviendra parce que son bilan est assez impressionnant. Alors, l'OMS n'a pas joué un rôle très positif dans toute cette histoire parce que la quarantaine et le contrôle des frontières sont considérés comme des choses pas propres du tout et sur lesquelles il ne faut agir que vraiment en tout dernier lieu. Mais en matière de pandémie, le tout dernier lieu, c'est trop tard. Et je dirais même que le deuxième moment, c'est trop tard, c'est la caractéristique des pandémies, alors que l'OMS, qui est chargée de les gérer, euh, en soit encore à des conceptions que je trouve très archaïques. euh, sur plusieurs points d'ailleurs, c'est assez, bon, ça reste un peu mystérieux, je dirais, pour moi. Alors, ceci dit, les principes généraux du droit, qu'on vient de voir, n'épuisent pas le système juridique. En principe, le règlement sanitaire international de l'OMS, enfin, sous l'égide de l'OMS, devrait être l'instance juridique dominante. Alors, nouvelle diapo. Donc, les bases juridiques du droit en état d'urgence sanitaire, théoriquement, on a un chapeau mondial, ce qu'on pourrait rêver d'avoir dans d'autres départements juridiques. On a ce règlement sanitaire international qui comprend 196 pays, donc ça devrait être efficace. Maintenant, rien n'est obligatoire, ce sont des simples recommandations. Après, les États font à la fois ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Il est évident que dans un pays comme le Niger, on ne peut pas faire des choses qu'on peut faire dans nos pays,
Néanmoins, bon, l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud, reste quand même à ce jour relativement peu touchée, même si il y a des points qui euh, commencent à montrer que ça risque de changer malheureusement. Donc, l'OMS a surtout un système institutionnel avec un point focal OMS où toutes les informations arrivent, un point focal dans chaque pays où toutes les informations du pays doivent arriver et qui doit transmettre à l'OMS, un objectif de détection, une obligation de notification, etc. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un retard à l'allumage. Ça a été vrai en Chine, ça a été vrai en Italie pour ce qui concerne l'Europe. Donc, je ne suis pas sûre que l'OMS ait joué un rôle particulièrement efficace, voire même particulièrement visible en la matière. Alors, en revanche, sur le plan national, le Code de la santé publique, qui s'est révélé insuffisant, a été, lui, bien modifié, et c'est la diapositive suivante. Alors là, il y a eu des vrais changements avec une réécriture totale d'une partie du Code de la santé publique, qui est la partie 3, lutte contre les maladies et dépendances, qui est une très vieille, très ancienne partie. Le livre 1, lutte contre les maladies transmissibles, qui est aussi une vieille partie, avec les maladies à déclaration obligatoire, par exemple, les vaccinations, et des dispositifs spécifiques pour telle ou telle maladie qui est problématique du fait de sa transmissibilité, par exemple le VIH ou par exemple la tuberculose. Et vous avez maintenant un titre 3 qui lui est une innovation en quelque sorte, qui porte sur les menaces et les crises sanitaires graves, avec le fameux état d'urgence et la dite réserve sanitaire qui a fonctionné K1, K1 et peut-être plutôt K1 que K1. Alors, en 2020, ça a été vraiment profondément modifié avec la notion de menaces sanitaires graves, dont les menaces d'épidémie et les conséquences des menaces possibles sur la santé, avec le fait de pouvoir confier au ministre de la Santé par un simple arrêté. Hein. Un arrêté, c'est vraiment ce qu'il y a, si j'ose dire, de plus bas dans la hiérarchie des normes. Un arrêté motivé, toute mesure proportionnée au risque couru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences. Alors ça, c'est une sorte de pouvoir immense donné à l'exécutif, hein, c'est le ministre de la Santé, avec un certain nombre de précautions, par exemple la confidentialité des données, le fait que c'est forcément limité dans le temps, et très rapidement, ce système a été modifié par une loi, cette fois, créant la notion d'état d'urgence sanitaire pouvant être déclaré par décret. Donc, on voit bien qu'il y a eu une réaction immédiate, enfin immédiate au mois de mai, hein, immédiate dès qu'ils se sont rendus compte que vraiment ça échappait complètement, donc un arrêté, et ça a été transformé par une loi, sous la forme d'une loi qui a permis toute une série de systèmes d'exception et le principe de la création d'un comité scientifique dont l'avis est nécessaire, par exemple, pour proroger l'état d'urgence. Alors, il y a là des dispositions qui sont extrêmement difficilement
qui sont acceptables du fait de l'état d'urgence, mais qui sont tout de même très lourdes. Par exemple, le fait que les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation. Donc, ça veut dire que, il y a une sorte de, et c'est la même chose pour le fabricant du médicament, il y a une sorte d'autorisation qui est donnée, et qui est utile, de, prescrire des médicaments, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, ou des nouveaux médicaments, qui sont, juste, pas encore qui ne disposent pas encore d'une autorisation de mise sur le marché, mais d'une simple autorisation temporaire d'utilisation. Et là, il n'y a pas de responsabilité si, il y a un problème. Donc vous voyez qu'on peut aller très loin, dans le fait de démanteler les précautions normalement, heu, qui résultent normalement, du système juridique dont le droit de la responsabilité est quand même un des fondements, principaux. Alors, diapo suivante sur, le contenu de l'état d'urgence, sanitaire. Vous avez donc nomination d'un comité scientifique dans lequel il y a un représentant de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous pouvez réglementer la circulation des personnes et des transports, vous pouvez faire des interdictions de sortie, de rassemblement, et cetera. Vous pouvez faire des mesures de quarantaine, isolement, pour une certaine durée dans certains lieux. Vous pouvez fermer des établissements publics ou privés. Vous pouvez instituer un contrôle des prix. Vous pouvez faire des réquisitions et ce qui n'a pas suffisamment été mis en œuvre, vous pouvez territorialiser les mesures, ce ne sera pas contraire au principe d'égalité. Heu et bizarrement, le Conseil constitutionnel, dans plusieurs de ses décisions, a beaucoup insisté sur l'intérêt de la territorialisation, mais il l'a fait, de façon probablement un peu trop discrète parce que, personne n'en a vraiment parlé. Alors, première lacune que je vois, nouvelle diapositive, c'est ce qui concerne le principe de préparation. Il n'y a pas besoin de revenir, bon, je pense que ça devient difficile à supporter, sur le fait que, alors qu'il s'agissait d'une maladie respiratoire, on n'avait pas de masque, on n'avait pas d'oxygène, on n'avait pas de bouteille, etc. Mais il faudrait réfléchir un petit peu plus loin et se dire qu'il faudrait concevoir le principe de préparation en fonction des différents types de transmission des maladies. Donc, c'est des types de transmission pour les maladies respiratoires, ce sont des types de transmission pour les maladies sexuellement transmissibles, c'en est d'autres pour l'eau, c'en est d'autres pour l'alimentation, c'en est d'autres pour le sang, c'en est d'autres pour les transmissions vectorielles, moustiques, etc. Donc, il y aurait quelque chose à reconcevoir complètement pour non pas réagir au coup par coup, mais avoir un principe de préparation, des choses en stock, si vous voulez, et surtout des plans d'intervention conçus préalablement euh, et qu'il suffirait de mettre en œuvre. Vous prenez par exemple la Grande-Bretagne, là il y a un rapport qui vient d'être rendu qui montre que en 2016, il y avait eu une sorte d'essai en vraie grandeur de la préparation du pays à une pandémie, que le rapport rendu en 2016 avait dit le pays n'est pas préparé, voilà ce qu'il faut faire, ta, 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 et c'est tombé, comme la plupart des rapports, dans une poche profonde. Ayant fait un certain nombre de ces rapports,
je peux vous dire que ceux qui ont fait des rapports, qui ont été suivis des faits, doivent se compter en très petite quantité. Alors, il faut une préparation du secteur médical, effectivement, je n'y reviendrai pas. Euh, mais il faut aussi une préparation dans des tas d'autres domaines. Je vous donne l'exemple des détenus. À chaque fois qu'il y a une épidémie, il faut penser en termes de prison. À chaque fois qu'il y a une épidémie, il faudrait qu'il y ait une sorte de plan blanc dans les tribunaux, parce que pour l'instant, dans les tribunaux, les virus circulent extrêmement bien. Beaucoup plus compliqué, c'est la présence sur le sol européen d'une sorte de réserve industrielle et agricole de guerre, si vous voulez. Actuellement, pour l'agriculture et l'élevage, avec des difficultés, ça a relativement bien marché, les transports aussi, même si les chauffeurs routiers ont vécu des périodes vraiment difficiles, mais pour l'industrie, ça ne va pas du tout. On a fait une prise de conscience sur l'industrie pharmaceutique, mais sur le reste, c'est assez difficile de voir quelle prise de conscience a été faite. Alors, je vous signale un rapport assez intéressant de France Stratégie sur les difficultés de la réindustrialisation, qui avait été commandé non pas pendant la pandémie, mais en 2019, un rapport au Premier ministre sur une mission stratégique visant à réduire les pénuries de médicaments essentiels. Donc, vous voyez que moi, la pénurie de médicaments essentiels, j'en entends parler depuis 30 ans. Jamais rien n'a été fait. Au contraire, c'est parti de plus en plus sur le système. On fait fabriquer ailleurs et on invente dans les pays occidentaux. Ça ne marche plus du tout. Alors, nouvelle diapositive. Deuxième lacune, celle à laquelle je tiens peut-être le plus parce que la lacune de préparation, elle a été vue. La lacune du principe d'adaptation, je ne suis pas sûre qu'on en soit très conscient. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples parce que pour l'instant, je n'ai pas une théorie de l'adaptation ou de l'agilité, comme vous voulez. J'ai plutôt des remarques et à la limite des exaspérations. On sait que lorsqu'il y a une guerre, on raisonne très vite en mode économie de guerre. Qui va fabriquer les obus pendant la guerre de 14 ? Eh ben, c'est Renault et c'est Citroën. Ils se sont très vite réinvestis dans l'économie de guerre. Alors, nous, ce sont des délimitations de secteurs essentiels, mais ils sont extrêmement nombreux, qu'il faudrait avoir, sur lesquels il faudrait avoir tout de suite un plan d'adaptation. En agriculture, par exemple, on sait qu'on a manqué de saisonniers. Donc, comment on peut faire pour avoir des saisonniers? Parce que si vous prenez une secrétaire de direction qui est au chômage partiel ou au chômage tout court du fait de la pandémie, ce n'est pas ce qui va l'avoir préparée, bien au contraire, elle va avoir mal au dos et ce n'est pas elle qui va pouvoir ramasser des patates ou autre chose. Donc, ce n'est pas si simple. Les abattoirs, il aurait fallu se rendre compte, finalement le problème a été résolu et je n'ai pas très bien compris comment. Il y a eu énormément de clusters dans les abattoirs, il semble qu'il y en ait moins maintenant. Le transport, ça a à peu près fonctionné. Les prisons, ça a été à peu près au début, pas vraiment après. Donc, pourquoi n'avoir pas une délimitation de ces secteurs essentiels dans lesquels il faut pouvoir s'adapter extrêmement vite pour gérer la situation?
Ça, ce n'est pas de la préparation, c'est de l'adaptation. De même, une exaspération, je ne suis pas la seule, c'est l'articulation dans le secteur sanitaire entre le privé et le public. Vous avez vu que les urgences du secteur privé ont été vides pendant extrêmement longtemps et que certaines sont restées vides pendant que les autres étaient pleines. Vous avez des entreprises du privé qui ont réagi très vite, mais on les a regardées de haut. Ça a été Dyson qui faisait des respirateurs, ça a été des imprimantes 3D pour les ventilateurs. On en a parlé 2 jours et puis finalement, je ne sais pas ce que c'est devenu. Vous avez eu des adaptations des marchés publics. Par exemple, l'Union européenne a autorisé des achats sans passer, ce qui est rigoureusement interdit, par la procédure des marchés publics. Après, ça pose des problèmes. Vous avez on n'a pas su mobiliser le nombre de personnes suffisantes pour tracer une fois qu'on a eu des tests. Très rapidement, au début de l'épidémie, les marins-pompiers de Marseille ont montré qu'ils arrivaient à tester très finement la présence de virus avant que les personnes soient symptomatiques dans les réseaux d'eau usée. Ça permettrait de faire une gestion territorialisée fine, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être au niveau de la station d'épuration, on peut le faire au niveau des différents égouts. Et sinon, il y a ceux qui partent de la station et qui remontent parce qu'apparemment, les réseaux sont extrêmement bien connus. Et ça permettrait, au lieu de confiner tout un pays, de confiner beaucoup plus vite des tout petits territoires. Bon. Personne ne s'intéresse à ça et il n'y a pas de proposition, y compris du réseau Aubépine qui s'est lancé dans ces investigations des eaux usées. Il propose des services scientifiques, mais il ne propose pas du tout de stratégie. Vous avez les vétérinaires qui proposaient de faire des tests PCR. L'Agence régionale de santé leur a dit que ce n'était pas leur boulot. Vous avez les vétérinaires qui ont proposé des chiens renifleurs. Tout le monde s'en est balancé. Si vous voulez, c'est ça qui me frappe le plus dans ce que j'appelle le caractère lourd de nos sociétés. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé comme ça et je pourrais revenir, enfin, ou venir sur d'autres points, entre autres ce qu'on appelle l'expertocratie à propos des questions, mais sinon, j'aurais parlé trop longtemps. Je vous remercie. Merci. Je pense que ça va pouvoir ouvrir en effet la discussion. Est-ce que certains ont déjà veulent lever leur petite main bleue pour lancer la discussion? Est-ce qu'on veut tout de suite en savoir plus sur l'expertocratie? Ah, j'ai Dominique. J'ouvre le micro de Dominique. Bonjour, merci. Merci beaucoup. J'ai malheureusement pas pu tout avoir parce que j'avais une panne d'électricité et d'Internet. Donc, mais ça y est, j'ai résolu en cours de route. Mais j'ai bien vu la fin. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le constat. Il y aurait plein d'autres exemples, en particulier sur le problème de l'adaptation. Et c'est vrai, Patrick pourra confirmer qu'on s'est heurté en permanence à l'inertie, voire à la mauvaise volonté d'un certain nombre d'institutions,
quand on proposait des solutions localisées, qui semblaient intelligentes, enfin en tout cas rationnelles, parce qu'on touchait les prérogatives de l'un, le code soi-disant éthique de l'autre, la confidentialité des données, alors que pendant ce temps-là, tout le monde s'en foutait d'un autre côté. Mais que faire? Qui est responsable de ça? C'est une accumulation de petites forteresses et aussi d'une habitude de décision au plan national. Il ne doit pas y avoir une tête qui dépasse. Je ne sais pas, parce qu'on dit il n'y a pas eu de test, mais enfin ces tests, que je veux dire, des RT-PCR, tout le monde peut en faire. Il suffisait de convertir tous les trésors de biologie en opérationnel des tests et c'était parfaitement possible, sauf que, soi-disant, réglementairement, ce n'était pas possible. On a vu ce qui s'est passé pour les vétérinaires et Dieu sait si là, ils étaient bien équipés, ils auraient pu rendre service, mais je veux dire qu'on aurait pu aller bien au-delà, très rapidement. Moi, je l'ai dit depuis le début, on met tous les doctorants de biologie sur le coup et en leur donnant des marches à suivre très protocolées, très précises, et puis on peut bénir ça sans souci et ça roule. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Enfin, Patrick pourra raconter le mal qu'on a toujours depuis début août dernier à obtenir des données localisées alors qu'elles ne sont pas confidentielles pour dessous en principe puisqu'elles ne sont anonymisées et on ne peut toujours pas le faire. On a relancé le coût des tests sur les eaux usées et tout ça. Les tests ont été faits, par exemple, sur l'agglomération byzantine, puisque nos collègues virologues l'ont lancé très tôt, mais on n'a toujours pas de résultats et on ne sait pas qui paye et qui l'utilise. On pourrait donner des exemples à foison. Alors, qu'est-ce qui bloque réellement? Et souvent, c'est des pseudo-arguments de type, enfin, ce que j'appelle juridiques, qui ne sont pas certainement juridiques pour vous, mais on nous dit c'est pas réglementaire, c'est pas comme ça, le protocole, c'est. Enfin, je sais pas, il y a quand même vraiment un souci. Là. Parce qu'on refera exactement la même chose la prochaine fois. Oui, alors le c'est pas réglementaire, c'est justement à ça que sert une loi d'urgence sanitaire. Oui, oui. Donc, on aurait pu penser que le fait d'avoir sauté le pas, en ayant une sorte d'autorisation, je ne dirais pas sans limite, ce serait excessif, mais une autorisation quand même extraordinairement large, qu'est-ce qui a fait qu'on ne s'en est pas servi, en tout cas jusqu'au bout? Et alors, moi, je trouvais qu'une des raisons, ou non, plus exactement, un des systèmes par lesquels on pourrait améliorer les choses, c'est en composant le comité scientifique autrement. Là, le comité scientifique, bon, il a un sociologue et une anthropologue qu'on n'entend jamais. Je ne sais pas s'ils ont perdu leur langue ou quoi, c'est mystérieux pour moi. Mais il n'est pas suffisamment bien conçu selon ce qu'on appelle les principes directeurs de l'expertise scientifique, qui sont dans une loi de 2011 et qui prévoient un pluralisme disciplinaire. Là, le pluralisme est assez faible. Et je reviens là-dessus, je pense qu'il fallait vraiment des géographes pour avoir une gestion territorialisée du système. Et il me semble que si on avait dans ou à côté du comité scientifique un petit groupe de citoyens, système tiré au sort, etc., pas beaucoup, mais 4 ou 5 qui seraient, là, ils seraient vraiment payés pour abandonner leur boulot pendant tant de temps, et ça devrait être obligatoire pour l'employeur, et ils devraient uniquement
s'occuper de cette agilité, c'est-à-dire dire: «Ah ben, il y a eu telle, proposition qui a été faite par les vétérinaires, nous on demande qu'elle soit mise en œuvre». Et ça, je pense que, les citoyens sont beaucoup plus attentifs à ce genre de solution que ne le sont les experts. Les experts, ils sont dans leur, rayon, ils n'en bougent pas. Donc, les uns, c'est, comment fonctionne le virus, les autres, c'est le modèle, et cetera, et cetera. C'est nécessaire, c'est indispensable, mais ils ne sont pas capables, de faire la jonction avec la manière dont fonctionne la société. Merci. Alors, on a dans l'ordre ensuite une question de Sarah Carvalho, une question d'Alénor Bertrand, et je sais que Patrick, lui, voudrait qu'on revienne sur l'expertocratie à un moment. Donc voilà le programme des réjouissances. Je laisse Marie-Angèle décider à quel moment ce sera mieux de dire quelque chose sur l'expertocratie, mais voilà, je lance Sarah. Oui, bonsoir, merci. C'était vraiment super intéressant d'avoir ce point de vue du droit. Mais vous m'entendez, c'est bon? J'ai l'impression, en fait, moi, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a une certaine agilité du droit, c'est-à-dire que on a pu créer des lois, amender des codes, etc. J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau effectivement exécutif et politique que les questions ont été plus complexes. Donc alors en plus avec quand même des phénomènes d'opacité forte, par exemple sur la question de la préparation, c'est vrai que bon, plus ça va, plus on se rend compte combien on était non préparé et combien il y a eu des choix faits, disons, à contre-courant de la préparation, alors qu'on sait que l'OMS disait qu'il y avait des risques d'épidémie, etc. Et donc, j'ai l'impression que l'exécutif est pris dans à la fois bon, la complexité de la situation, mais aussi dans des problèmes de temporalité qui, face à l'urgence de la crise, en fait, voit aussi d'autres temporalités qui sont toutes du court terme, hein, enfin, je ne sais pas, en termes électoraux, en termes de responsabilité face à la société, donc d'incrimination potentielle, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est quand même, ça touche vraiment le fondement de nos démocraties, c'est-à-dire que c'est la composition de notre, enfin les pouvoirs et les responsabilités des gouvernements qui sont plutôt à repenser, j'ai le sentiment. Parce qu'au niveau juridique, on arrive à s'adapter. Le privé aurait pu s'adapter, enfin, il veut bien s'adapter dans certaines circonstances, enfin, vous l'avez montré, etc. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énorme inertie et une forme de aussi, enfin, et d'opacité très forte au niveau de l'exécutif. Oui, alors, bon, sur l'opacité de l'exécutif et si j'entends bien votre remarque sur les phénomènes de réseau de la haute administration, hein, disons les choses telles qu'elles sont, là, je crois que le droit ne peut pas faire grand-chose. C'est un phénomène social, euh, euh, d'une certaine manière occulte, parce que même si les journalistes remarquent que machin, il est de la même promo que truc, etc., vous n'allez pas pouvoir mettre d'interdiction de prendre dans votre cabinet des gens de la même promo, des choses comme ça. Donc, là-dessus, tant que alors, c'est peut-être là où mon groupe de 5 citoyens tirés au sort pourrait taper du poing sur la table sur tous ces mécanismes de ralentissement, de non prise en compte, d'opportunités perdues. Ce n'est pas du domaine du droit, ça. Et presque, ce n'est pas du domaine de la politique, c'est quasiment du domaine du bon sens. Et donc, ramener un peu de bon sens dans le système avec des gens qui seraient visibles,
je crois que ça permettrait de faire peut-être des petits progrès. Merci, je vais ouvrir le micro pour Aliénor Bertrand. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé qui est à la fois ample et puis très synthétique sur cette question de la réaction à la pandémie et puis donc de son encadrement juridique. Moi, j'ai une question concernant la nature de l'encadrement juridique et l'articulation avec le niveau politique. Parce qu'au fond, ce qui me semble, c'est que tout se passait comme s'il y avait une espèce disons, de système qui articule un risque et une politique sanitaire ou une politique publique, comme si, au fond, la question de la clarification de la finalité de la politique publique sanitaire ne se posait pas. Alors qu'en réalité, on voit bien que aussi bien les arrière-plans scientifiques des décisions qui sont prises, comme la question de l'immunité collective ou pas, donc l'arrière-plan scientifique, mais qui peut aider à clarifier les finalités, que les finalités strictement, on va dire, liées à des priorités ou de choix en termes de politique, par exemple. Est-ce que finalement, la stratégie du stop and go, c'est une stratégie qui est liée à l'expertise scientifique et à une option, disons, d'immunisation collective, ou est-ce que le stop and go, c'est finalement une stratégie dont la finalité est seulement de préserver ce qui reste du système hospitalier et point à la ligne. Et là, du coup, je veux dire, il y a quand même une question qui se pose sur la relative harmonisation des politiques sanitaires qui ont été prises au niveau européen et donc la nature des discussions que les exécutifs ont eues pour définir les finalités qui allaient être celles de la lutte contre la pandémie. Parce que, enfin, je trouve que, enfin, ça c'est vraiment très intuitif, mais on a quand même l'impression, il y a deux impressions successives, disons, par rapport aux politiques, à la politique communautaire. D'abord, celle du chaos. Chaque pays réagit. En Italie, voilà, la pandémie est très forte au démarrage. Et puis, voilà. Donc, l'impression d'une non-synchronisation quand même assez grande. Et puis, quand on regarde de près, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les pays activent des mesures similaires à des différentes temporalités, disons plutôt des épisodes de la pandémie, par exemple, interdire les restaurants ou les rouvrir, et qu'en réalité, tout ça converge quand même. Effectivement, converge du côté d'une stratégie stop and go avec différents types de variations, mais qui n'est pas explicitée, dont les finalités réelles ne sont ni dans une temporalité longue, ni dans une temporalité plus courte, ne sont vraiment éclairées. Donc voilà, ma question, c'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait imaginer à partir des dispositifs déjà existants. Alors, j'ai bien entendu votre proposition de la participation citoyenne. Moi, je ne suis pas du tout contre, mais on sait aussi comment elle peut être utilisée. Voilà. Mais comment est-ce qu'on pourrait articuler donc une clarification des finalités et je pensais aussi, enfin, c'est peut-être mon intervention un peu confuse, mais enfin bon, je vais quand même à ce dernier point par rapport au changement climatique, puisque vous l'avez évoqué au départ, bien évidemment, il y a la double articulation de la lutte et de l'adaptation qu'on retrouve tout à fait dans la pandémie. Donc, mais voilà, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie, je veux dire, une politique publique en matière sanitaire, qu'est-ce que ça signifie en matière climatique, et est-ce qu'on peut greffer dans l'arsenal juridique un moment qui serait celui de la clarification des priorités, qui n'a rien d'évident en fait. Voilà, on pourrait penser que c'est évident, on lutte contre l'épidémie, mais non, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose de lutter contre l'épidémie. Voilà, pardon, j'ai été trop longue. Bon, effectivement, il n'y a pas de clarification d'une sorte de politique qui serait celle de tel ou tel pays ou de l'UE en matière de pandémie. Alors, d'une part, l'Union européenne a beaucoup de compétences, contrairement à ce qu'on dit, ayant des impacts sur la santé, par exemple les pesticides, etc. En revanche, elle n'a pas de compétences d'organisation de la santé publique en général au niveau du territoire européen. Est-ce que ce serait pensable
qu'elle en est une. Elle va sûrement travailler là-dessus parce que c'est apparu comme une question importante, etc. Mais est-ce que vous imaginez, est-ce que ce serait acceptable pour des citoyens de tel ou tel pays qu'on prenne parti pour l'immunité collective, par exemple, avant qu'on ait un vaccin, etc., donc avec des morts et tout ce qui s'ensuit. Je ne pense pas que ce serait acceptable. Là, je pense qu'il faut un lien plus direct entre les citoyens et les chefs d'État. Et déjà, je me demande s'il n'y a pas eu plus d'adhésion avec l'expérience française, mais ça a l'air d'être le cas aussi avec l'expérience allemande. Je ne connais pas les autres. Il y a eu plus d'adhésion au niveau régional qu'au niveau national. Donc, je pense que déjà le niveau européen, moi je ne le vois pas peut-être pour discuter, mais sûrement pas pour prendre une décision. Après, au niveau national, bien sûr qu'il faudrait avoir une discussion générale sur les objectifs qu'on veut poursuivre en matière de gestion d'épidémie, mais il est bien évident que ce n'était pas le moment opportun au moment où on voyait la vague monter, c'est pas là qu'on allait faire une grande conférence pour savoir si on allait prendre tel système plutôt que tel autre, etc. Là, à partir du moment où ça n'avait pas été pensé avant, je ne pense pas que ça pouvait être pensé pendant l'action. Je ne vois pas. Juste pour repréciser un petit peu les choses, par exemple, si, au point de départ, quand même, il y avait la stratégie d'immunité, il y avait la stratégie Stop and Go, et il y avait déjà, la stratégie zéro Covid, elle avait été évoquée en tout début, dès le mois de janvier dernier. Donc, je veux dire, il y avait quand même tout cet éventail qui était déjà là. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'au fond, ce qui avait fonctionné au niveau européen, c'est ce que Habermas a appelé pour les questions politiques le fédéralisme de l'exécutif, c'est-à-dire des consultations entre les gouvernements, je veux dire, dans une opacité assez grande, mais en tout cas, je veux dire, dont on ne connaît pas, on sait peu le contenu, mais ce qui est certain, c'est que s'il avait fallu activer, ou si le choix devenait maintenant même celui d'une stratégie zéro Covid, il est certain que, je veux dire, ce fédéralisme de l'exécutif informel devrait devenir opérationnel, quoi. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est... Bon, disons que sur les grands traits, je précise que la stratégie Stop and Go, elle n'a pas été voulue. Elle est venue parce qu'on ne réussit pas. Hein. Donc, il y avait clairement une stratégie zéro Covid qu'on n'est pas du tout capable de mettre en œuvre avec nos manières de penser. Il y a une stratégie immunité collective sans intervention qui n'a pas donné de très bons résultats jusqu'à maintenant, en Angleterre en tout cas. En Suède, c'est pas non plus tellement convaincant, on est au même niveau que la France, mais et ils en sont revenus puisqu'ils viennent de créer une loi sur l'urgence sanitaire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas en Europe, il n'y a pas vraiment de pays qui ait vraiment bien tiré son épingle du jeu. Les seuls qui aient tiré leur épingle du jeu sont les îles, ce qui devrait amener à se poser des questions sur les vraies stratégies de confinement territorial, sont les îles et les pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, on sait très bien que dans les pays d'Asie du Sud-Est, déjà,
la grippe espagnole avait été une telle catastrophe qu'il y avait déjà eu un apprentissage et que de grippe en grippe, il y a eu des apprentissages dans les pays d'Asie du Sud-Est. Nous, on n'a pas fait cet apprentissage pour une raison qui m'échappe, mais qui vient peut-être aussi du fait que moi, je suis de la génération qui avait 20 ans pendant la grippe de 68-69. Or, il y a quand même eu 30 000 morts. Je n'ai aucun souvenir de cette grippe. Rien. Le blackout total. Donc, je ne m'en suis pas aperçue. J'avais 20 ans. Donc, je n'avais pas 10 ans. Donc, je ne comprends pas. Donc, il n'y a pas eu d'apprentissage. Je voulais relayer une question qui revient pas mal dans les commentaires de Patrick dans le chat, mais c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire alors vous avez montré que la difficulté à développer ce principe d'adaptation, il est à multiples échelles. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau national, on aurait besoin probablement, alors il y a les institutions que vous avez proposé de réformer ou de créer, introduire plus de pluralisme disciplinaire en conseil scientifique, le conseil citoyen sur l'agilité. On a probablement un problème aussi au niveau national en termes d'organisation de l'industrie. On le voit sur les vaccins, faudrait-il recréer un pôle de santé publique, nationalité, des choses. Mais si je reviens, vous avez mentionné que les pompiers de Marseille, la pertinence peut-être de l'échelon local ou régional, en déplorant d'ailleurs que, par exemple, des vétérinaires, des laboratoires universitaires ou d'organismes n'aient pas pu s'entendre ensemble avec les CHU, les ARS, comme ils auraient pu le faire avec une réactivité régionale. Dans ses commentaires dans le chat, Patrick parle de ça, de cette expérience, du fait que l'expertise locale, scientifiques connaissant leur terrain, n'ait pas pu s'organiser avec d'autres corps intermédiaires de manière beaucoup plus libre. Est-ce que cette régionalisation de la décision ou de l'autonomie dans l'adaptation est une des clés? Oui, alors pour moi, je me souviens que lorsque l'épidémie a commencé, tout à fait au début, moi je l'ai prise au sérieux en février, c'est-à-dire que j'ai cessé mes voyages à Paris dès février. Moi, ce qui me semblait approprié, c'était le niveau du canton. Alors, sauf évidemment pour les villes, où là, on a un écosystème à soi seul, et où là, j'avoue que je n'arrive pas à me décider entre l'échelon de la ville et, grâce au réseau souterrain, l'échelon du quartier. Et je pense qu'il y a un échelon de quartier, quand on prend l'épidémie très très tôt, il y a un échelon de quartier qui est valable. Et donc, confiner tel quartier, mais tout ça, ça ne peut marcher que si on intervient tout de suite. Si je peux me permettre, on est d'autant plus enragé de ce constat, parce que je partage totalement avec vous, là, et l'échelle que vous définissez sont les échelles pertinentes. Quand on parle de la Lune, je veux dire, on a des épidémies de choléra, on y est impliqué depuis maintenant une dizaine d'années, et personnellement j'y suis dedans, notre université, et les plans de lutte qui ont fonctionné sont des plans de lutte qui sont exactement ce que vous définissez, quartier par quartier, avec des équipes pluridisciplinaires qui vont voir les gens. C'est pas une affiche dans la rue. Elles nuisent pas les affiches dans la rue, mais en même temps, il faut les convaincre, et il faut convaincre des gens avec les arguments qu'ils peuvent entendre. Dans tel quartier, vous ne parlez pas la même langue que dans tel autre quartier. Je ne parle pas de la langue, Lingala versus Swahili, je parle de la culture ou du niveau socio-culturel, etc., qui permet de... Ça, on ne peut le faire que si on a des bases cartographiques qui sont définies en local. Vous avez raison, le canton, c'est pas mauvais. Et puis en France, on est quand même bien équipés. On a ce qu'on appelle des unités IRIS, qui sont des unités de 10 000 habitants, qui sont finalement assez pertinentes et qui permettent de gérer aussi des choses en ville.
Bon, eh ben, très simplement, l'ARS a dit niet, pas question d'avoir accès à ces données-là. Donc même la déclinaison d'un cadre national qui était finalement assez raisonnable, j'allais dire, compte tenu des incertitudes et de l'évolution des événements, ne pouvait pas être appliquée en local parce qu'on n'avait pas justement cette échelle-là. Donc on a eu ces espèces de grandes consignes qui ont été données, qui sont finalement pas si mal que ça appliqué. La preuve, c'est que quand il y a un confinement, on voit bien descendre le nombre de cas. Pour le Doubs, au moins, on voit bien que l'heure de couvre-feu a amené à une décroissance du nombre d'entrées hospitalières. Mais pour le coup, on ne peut plus aller plus loin. Et c'est très frustrant parce qu'on voit bien que là, par comparaison aux expériences qu'on a, choléra en RDC, choléra à Haïti, ben, on ne se donne pas les moyens que se donnent les pays du tiers-monde pour arriver à combattre une épidémie, quoi. Et donc, ça, moi, ça m'a mis en colère, franchement. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire une action en justice, parce que de quel droit l'ARS refuse les données? Secret statistique. Comment? Voilà, parce que secret statistique, ce qui est complètement idiot, puisque c'est des données Statistique, agglomérées. Donc, ça existe, ça? ne pas créer les arguments opposés, ne pas créer de différenciation sociale. Ah bah oui, mais c'est justement ce qu'il faut faire, mais pour Ah bah oui, pour le bien des gens. justement, oui. C'est les arguments qu'on a entendus. Moi, j'étais fou. Donc, je me suis calmé, je me suis tu et on est passé à autre chose, quoi. Mais du coup, on s'est privé, et c'est très frustrant, de moyens d'action qu'on aurait pu mettre en œuvre. Ça, c'est clair, on avait des appuis pour le faire. Ça, pour moi, c'est ma conclusion principale du tour d'horizon que j'ai fait, c'est l'échelon minimal. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que le comité scientifique était mal composé parce qu'il n'avait pas de géographe, entre autres. Hein. Il n'avait pas non plus de pédopsychiatre, il n'avait pas non plus, etc., etc. Ce qui fait qu'après, d'ailleurs même, il me semble que les réactions des pédopsychiatres ont été un peu surdimensionnées après. Les enfants s'adaptent plutôt bien, mais parfois souvent mieux que les adultes. Mais si Je regrette que Dominique est parti apparemment parce que, bon, vous me voyez en colère, mais vous aurez vu ce qu'est une colère exponentielle, là. Et quelle institution vous verriez pour animer et faire exister ce niveau très local? Bien sûr, il y a des municipalités, il y a C'est des une vraie cantons, question, mais parce que qui parle d'institution parle d'un nouveau millefeuille. non, mais elle peut Donc, être le problème, alors, dans un autre ordre d'action, on va dire, qui est alors là, purement écologique dans ce cas-là, c'est-à-dire la gestion de problèmes complexes et multifactoriels bon, dans lequel j'interviens aussi, mais qui n'est pas lié directement aux maladies, on voit bien qu'il faut fonctionner à travers les institutions. Et quand on demande de la transversalité, l'agilité qu'on nous oppose, et qu'on demanderait dans ce cas-là, on ne l'obtient pas. C'est-à-dire que c'est du ping-pong entre les différents précarés. L'agriculture va vous dire, ah ben non, c'est un domaine, c'est l'environnement qui doit traiter. L'environnement va vous dire, ah ben non, c'est l'agriculture. Puis après, on vous dit, oui, mais quand même, c'est un peu de la recherche, ça. Donc la recherche. Puis la recherche va vous dire, oui, mais nous, on n'a pas à faire de monitoring, c'est quand même pas notre boulot. Et donc, on joue au ping-pong. Et là, je suis en train d'essayer de coincer le conseiller régional et le préfet pour créer un comité ad hoc pour gérer un problème de gestion du renard, peu importe, mais d'une étude qui rassemble tout le monde pour le coup, mais c'est très difficile parce que créer une institution ou un institut, c'est créer un millefeuille supplémentaire. Donc il faudrait avoir l'autorité pour pouvoir mettre les services à collaborer entre eux. Parce que les services, ils existent, puis les gens sont compétents globalement. Et là, on est vraiment devant un vrai problème. Mais donner la parole à Dominique, je sens qu'elle va exploser. Elle ne la demande pas, mais bon. Et alors, je vois une question sur les préfets. Les préfets donnent l'illusion de cette localisation. Oui et non, parce que les préfets, ils sont là pour faire appliquer le droit national. Exactement. On a eu un exemple typique, Marie-Angèle, justement dans le cadre de la pandémie. À un moment donné, pour des raisons de stratégie et de lobbying,
la Fédération nationale des chasseurs a réussi à faire, qui a ses entrées chez Macron, a réussi à faire admettre que finalement les chasseurs devaient être dérogatoires par rapport au confinement pour pouvoir réaliser des battues. Alors, on a voulu faire les choses bien, donc c'est descendu au préfet, ce qui était très bien finalement ça. Hein. C'est descendu au préfet qui a réuni le conseil départemental chasse-faune sauvage. J'en fais partie. À l'époque, on était en pleine montée de pandémie, c'était courant novembre. Donc, très clairement, nous, en tant que scientifiques, on a dit que pour le moment, oui, il pouvait y avoir des dégâts agricoles, mais qu'on pouvait au moins suspendre, ne pas créer les conditions pour avoir de nouveaux clusters par le rassemblement des chasseurs. Et donc, on pouvait encore suspendre ces battues jusqu'au mois de janvier sans problème et autant qu'il le faut, de façon à ne pas précipiter. Enfin, déjà, en question d'exemplarité, et puis ensuite pour éviter ces clusters-là. Mais le préfet n'a pas eu le choix, c'est-à-dire qu'il a autorisé la dérogation, n'a pas tenu compte des avis. Nous, on aurait pu siffler comme un beau maire, ça n'a servi à rien. Et ce qui fait que pour le moment, bon, c'est pareil, on est en train d'envoyer une lettre au préfet pour lui demander des explications avec la menace de ne plus céder de ne plus siéger en CDCFS. Mais le préfet, le pauvre, je pense qu'il n'avait pas la liberté non plus. C'est-à-dire que donc la déclinaison est fait locale, c'est une illusion, effectivement, dans ce cas-là, en tout cas. Non, je pense qu'il y a... Excusez-moi, d'autant que les chasseurs étaient en plus pas demandeurs. En local, ils disaient, mais oui, on peut attendre. C'est de la folie, quoi. Sur la question de la régionalisation, il y a probablement une opportunité qui a été créée par cette pandémie, qui me semble avoir resserré les liens entre les citoyens et leurs maires, leurs députés un peu beaucoup moins, mais les conseillers régionaux, etc. Et je pense que les conseillers régionaux, les maires, etc., ont eux vraiment compris que là, ils avaient une carte à jouer. Donc, à mon avis, ça devrait pouvoir déboucher sur une meilleure prise en compte des aspects territoriaux. Maintenant, vous savez, une fois que l'épidémie sera terminée, elle sera terminée et tout le monde va refermer la parenthèse, même si je crois quand même que les gens ont compris que ce ne serait pas la dernière. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, les gens comptent, oui, mais on va fabriquer des vaccins très vite. Il faut se rappeler qu'on n'a quand même pas de vaccin pour le sida, qu'on n'a pas de vaccin pour la malaria, qu'on n'a pas de vaccin pour tout un tas d'endémies, pandémies, et que le vaccin n'est pas forcément trouvable. Ça dépend. Là, on a du pot, hein. On a un gros pot. Oui. Oui, mais là, l'impression qui ressort, je ne sais pas si elle va se confirmer, c'est-à-dire si le virus ne va pas trouver les moyens de se débarrasser de tout ça et que le temps de recomposer le vaccin, de tout de même vérifier que la nouvelle formule ne produit pas d'effets secondaires embêtants. Là, pour l'instant, on a des vaccins qui semblent très, très sécures, en tout cas à court terme. À long terme, on ne sait pas. Mais à court terme, voilà, il semble très sécure, sauf pour les gens très allergiques. Bon. Mais le virus, il peut aller très vite. Donc, mais pour l'instant, l'espèce de coup de semonce qui avait été entendu du fait de la pandémie est en train de régresser du fait du succès vaccinal, me semble-t-il. Merci. Alors, je crois que nous arrivons quasiment à la fin de notre séance, mais si quelqu'un avait encore une question, une curiosité, ou si Marie-Angèle, vous aviez quelque chose à ajouter, on peut encore prendre quelques minutes. Sinon, je vais vous remercier pour cette séance.
qu'on retrouvera donc en ligne pour ceux qui veulent la revoir ou la voir. Et je vais annoncer la suivante. Le 23 février, nous recevrons notre collègue Fanchon Bourrassé, qui est professeur en neurosciences et pharmacocinéticienne, et qui présentera le modèle, la modélisation épidémio-cinétique qu'elle fait à partir de ces modèles pharmacocinétiques pour mesurer l'impact des mesures de distanciation sociale sur la régression épidémique. Ce sera le 23 février. Merci encore. Est-ce que je pourrais avoir les questions qui ont été posées dans le chat parce que je ne les ai pas notées? Et s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, comme ça, je pourrais répondre par écrit. Magnifique, on sauve tout et on vous envoie le paquet. D'accord. Eh bien, bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, c'est passionnant.